suis arrivé, génial ici et maintenant, bien solide, vraiment libre, dans la terre pure, je m'établis. Vous entendez chanter? C'est merveilleux. Vous le connaissez, cette chanson? Non. Il faudra qu'on l'apprenne pour pouvoir la chanter un jour. Je vais essayer. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? C'est mieux avec le micro. J'espère en sorte de ne pas forcer ma voix. C'est juste du bonheur. Donc, chère Thaï, chère sœur, et puis chère merveilleuse Sangha, nous sommes tous les enfants de notre Thaï, de notre maître. Il a dû passer déjà le réveillon, Thaï, parce qu'il est en Thaïlande. Hein. Il a passé déjà le réveillon. Il est un peu en avance par rapport à nous. Et nous allons avoir le bonheur de vivre des moments de transition très importants tout à l'heure. À minuit, nous allons faire semblant de découvrir l'an 2018. Mais quand est-ce qu'est né l'an 2018? Est-ce qu'il va naître exactement à minuit? Ou bien il était là déjà? Oui, je sais, ça paraît curieux, mais nous avons des questions comme ça dans notre pratique. Quand est-ce qu'est né l'an 2018? Et va-t-il vraiment naître tout à l'heure? Il était déjà en train de dormir paisiblement dans l'an 2017. Qui dormait dans l'an 2016, qui dormait dans l'an 2015, qui dormait. Vous me comprenez? Et quand est-ce que va disparaître 2017? Est-ce qu'il va vraiment disparaître? Est-ce qu'il va vraiment cesser d'être? Vous croyez? Ou bien 2018 n'est qu'une manifestation de 2017? Ça va, c'est après un repas comme ça. Vous comprenez, la merveille, c'est ça. C'est comme pour la Marne. On va au bord de la Marne et on la regarde. Et on lui dit, chère petite Marne, quand es-tu née? Quand es-tu née, chère Marne? Elle va vous dire, on va lui poser la question, où étais-tu avant? Alors elle va remonter dans le temps, n'est-ce pas? Mais elle est toujours là, elle continue à couler. Et elle va nous emmener dans les rivières qui se sont jetées en elle. Elle va nous emmener dans les ruisseaux qui l'ont formée. Elle va nous emmener dans les fontaines, les sources qui lui ont donné naissance. Elle va nous emmener
dans les nappes phréatiques dans laquelle elle a pris naissance, soi-disant, et on va lui dire, oui, mais avant, tu étais où? Elle va dire, mais avant j'étais la pluie. Comment c'est possible que la marne soit la pluie? Mais avant, tu étais où? J'étais un nuage. Tu étais un nuage, toi, la marne? Oui, j'étais un nuage. Oui, mais avant, tu étais où? J'étais brume. J'étais vapeur d'eau. J'étais l'eau de ta respiration. La vapeur d'eau de ta respiration. J'étais le son des arbres. Je me suis élevée comme ça avec la chaleur du soleil. Oui, mais avant, tu étais où? Avant d'être nuage. J'étais l'océan. J'étais la rivière. J'étais les arbres. J'étais ta sueur. Oui, mais avant, tu étais où? J'étais la Seine. Tu étais la Seine. Oui, mais avant, tu étais où? J'étais la Marne. Et on pose la question à la Marne, on lui dit, mais, chère Marne, tu sembles nous quitter là. Tu vas où? Mais je vais me jeter dans la Seine. Et c'est horrible. Tu vas changer. Tu seras plus la Marne. Ça te fait pas mal. Tu n'as pas peur de plus être la Marne? Vous arrivez à suivre? Oui, ça va. C'est un jeu d'enfant. Alors, mais ça te fait rien, toi, de changer comme ça? Mais pas du tout. D'ailleurs, tu peux très bien voir, quand je rentre dans la scène, je n'ai pas la même couleur, on peut me suivre pendant un temps. Oui, mais après, tu deviens la scène. Oui. Tu changes de nom? Oui. Ça te fait rien? Eh ben non, je deviens la scène. Oui, mais après, qu'est-ce qui t'arrive? Où vas-tu? Ben après, je me jette dans l'océan. Tu te jettes dans l'océan, c'est-à-dire que tu vas vraiment disparaître cette fois. On ne va plus te reconnaître. Tu ne seras plus là. Ben oui, c'est formidable. Quand la Seine se jette dans l'océan, ça fait une grande traînée qu'on peut voir en avion pendant longtemps. Oui, mais après, tu resteras tout le temps comme ça. Tu deviens l'océan? Oui, ça ne te fait pas peur de disparaître dans ce grand océan. Pas du tout. C'est très chouette. Il y a des nouveaux poissons. C'est tout salé. Je m'amuse beaucoup. Oui, mais après, tu restes alors dans l'océan? Pas du tout. Après, le soleil va réchauffer l'océan et je vais m'envoler sous forme de vapeur d'eau. Alors là, je ne te suis pas du tout. Parce que si tu deviens vapeur d'eau, tu n'as même plus la forme de la marne, tu n'as même plus la forme de l'eau. Qu'est-ce que tu deviens? Ben, je deviens vapeur. Oui, mais après, eh ben, je deviens nuage. Tu deviens nuage. Oui, mais après, ben, je deviens pluie, je deviens neige, je deviens grêle. Oui, mais après, je tombe sur la terre. Oui, mais après, ben, une partie de moi va ruisseler, elle va faire de la musique, en chantant dans les herbes. Et partout où je passerai, et l'autre partie, tout doucement, va pénétrer la terre, passer à travers les tout petits grains de sable et de terre, va goûter, va arriver dans un espace vaste, silencieux comme une salle de méditation. Il va continuer à descendre, à tomber en toutes petites gouttes. On entendra plop, plop. C'est toi la marne qui fait ce bruit, ce chant délicieux dans cette salle silencieuse. Oui, mais après, je vais jaillir par eux. Dès que le niveau est assez haut, je vais jaillir dehors. Je vais rencontrer à nouveau le soleil. Je vais rencontrer l'air. Je vais rencontrer les herbes, les oiseaux, les hommes, les animaux. C'est une merveille. Et ça va pour toi d'être comme ça? Oui, je vais devenir ruisseau, je vais devenir rivière, je vais devenir la Marne. Alors quand est-ce qu'est né l'an 2017? Quand est-ce que va naître l'an 2018? À quel moment cela commence? L'an 2018, il est déjà là. Il est formé par toutes les petites gouttes d'heures de 2017, de 2016, de 2015, de 2014, 200, 205, etc. Vous me comprenez? C'est un trésor. On est en train de partager un trésor. Si on regarde
le jardin en ce moment, par exemple? Qui a vu les tulipes dans le jardin en fleurs? Allez, personne? Oui, très bien, les jonquilles. Oui, toi aussi, c'est bien. Les narcisses, les crocus. Qui a vu les petites fleurs dans le jardin? Les primevères, voilà. Elles sont là. Elles n'attendent qu'une chose, c'est de se manifester. Mais quand elles vont se manifester, ce qu'on va pouvoir leur dire, tu viens de naître. On va pouvoir leur dire, tu viens de naître parce qu'on te voit apparaître. Mais est-ce que tu es né de rien du tout? Est-ce que tu es apparu spontanément? Hein? Il y avait un bulbe qui dormait en secret, dans le creux de la terre, dans l'obscurité, avec les petits vers de terre qui sont très intéressés en ce moment parce qu'il y a pas mal d'eau et pas mal d'argile. Ils travaillent hardiment, hein, et ardemment aussi, hein, pour transformer le monde. Quand on se promène dans le jardin, il y a tellement d'arbres qui ne portent pas de fleurs, qui ne portent pas de feuilles. Nous avons eu un jour des vénérables qui sont venus et qui ont visité notre maison de l'Inspire. Et il y a un vénérable qui a demandé à une jeune sœur, « Chère sœur, pourquoi ils laissent tout ce bois mort debout? Ils s'en servent pas pour faire des feux ?» Et la sœur qui connaissait les saisons en France a pu lui répondre avec beaucoup de tranquillité. Ils ne sont pas morts, vous savez, ils attendent juste le printemps. Et c'était une très belle réponse, vous savez, parce que c'est vrai, cette réponse. Ça s'appelle le sans forme, ce dont je vous ai parlé. Quand Madame Lamarne s'amuse à être de la neige, de la glace, une rivière autre, ou bien la sève des arbres, notre sang, nos larmes, notre sueur. Elle joue à cache-cache, c'est tout. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Juste dans l'apparence seulement. Et pour le temps qui passe, c'est pareil. On va chercher le temps qui passe, on lui court après. On dit, allez, ça y est, encore une année de passé. Mais en fait, c'est l'instant présent qui se déplace. Et on se déplace avec l'instant présent. Je vais peut-être te demander un son de cloche, ma sœur, s'il te plaît. Quand suis-je née? Je ne vous demande pas de me dire mon âge. Mais quand suis-je née? Lorsque je me suis manifestée comme un petit être sur cette terre. Au moment où j'ai jailli dans la lumière, dans la fraîcheur. Que j'ai jailli au milieu d'un monde qui était de pesanteur alors que je vivais dans une apesanteur totale. Qu'il m'a fallu rencontrer le son, le bruit, la lumière, tout ça. Hein? Est-ce que c'était le moment de ma naissance? Est-ce que je suis née juste à ce moment-là? On m'a donné un nom, on vous a donné un nom. Est-ce que c'était juste le moment de ma naissance? Ou bien, est-ce que par hasard, j'étais déjà là, jouant à cache-cache? Alors, maman pourra dire, oui, oui, elle était là, je sais. Elle dormait près de mon cœur. Toutes nos mamans peuvent dire ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que j'étais déjà vivante avant de me manifester à l'extérieur, dans la vie ordinaire. Et alors, à quel moment a commencé cette vie? Quand est-ce que j'ai commencé?
le début de mon existence, c'était comme déjà. Oui, il y a eu papa et maman. Un acte d'amour, une manifestation, deux petites cellules qui s'aiment intensément, qui donnent naissance au futur, un petit être. Oui, mais avant, est-ce que j'étais là avant? Est-ce que j'étais là? Rappelez-vous la marne. Est-ce que j'étais là avant? Oui, j'étais là. Je dormais en rond dans les cellules de ma maman et de mon papa. J'étais un être en devenir. Pas encore conçu, mais déjà là. J'en parle avec le jeu pour vous permettre d'être plus libre que si vous vous sentiez interrogé. C'est pour ça que j'utilise jeu. C'est un jeu complètement vide d'un soi séparé. Alors j'étais avec maman d'un côté, j'étais avec papa de l'autre. C'est bien ça? C'est bien comme ça que ça se passe? Oui, mais avant. Est-ce que j'étais là encore déjà? Est-ce que j'étais déjà là avant d'être maman dans maman et papa dans papa? Est-ce que j'étais là déjà? Oui, j'étais là. Dans mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère des deux côtés. Oui, mais avant. J'étais là potentiellement. J'étais là prête à jaillir, à naître. Il fallait juste causer des conditions pour que je puisse me manifester en prenant du temps. Il fallait le temps que ma grand-mère grandisse, qu'elle rencontre mon grand-père après qu'ils aient un petit enfant. Que ce petit enfant grandisse, qu'il rencontre ma maman qui avait grandi, fasse un petit, donne naissance à un petit enfant. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il faut chercher, il ne faut pas me croire. Il faut chercher. C'est une offrande ce soir. C'est une grande offrande qui nous est donnée. De trouver, essayer de trouver dans la réalité quotidienne la non-naissance et la non-mort. Est-ce que la marne était morte quand elle s'est jetée dans la Seine? Et quand la Seine s'est jetée dans l'océan, n'est-ce pas? On l'a déjà vu, on s'est promené. Et nous recherchons la même chose pour nous. On nous dit, ah mais tu ressembles à ton grand-père, tu sais. Ah, tu as les qualités de ta grand-mère, tu ressembles à ton papa, Mais on était là déjà. On attendait seulement le moment de se manifester, que le moment soit adapté pour qu'on puisse arriver à se manifester. Eh bien, les années, c'est exactement pareil. 2018 dort dans 2017, en attendant que 2017 se manifeste, finisse de se manifester, fasse semblant de finir de se manifester, puisqu'il se prolonge dans 2018. Je vais peut-être arrêter de vous parler de la non-naissance et la non-mort sous cette forme. Quand vous ouvrez un robinet, vous pouvez poser cette question à l'eau. Oh, cher petit eau, tu viens de naître? Je te vois là, très vivante, tout agitée, courante et chantante, dans le bassin, dans l'évier, partout. Petit eau, tu es bien vivant? On éteint l'eau. On coupe l'eau, hein? On ne va pas laisser l'eau courir tout le temps. On coupe l'eau et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'eau. Est-ce qu'elle est morte, l'eau? L'eau qui a disparu, est-ce qu'elle est morte? Où est-elle? On peut lui poser la question. Où es-tu parti? Où es-tu allé? Que fais-tu maintenant? Je ne te vois plus, je ne sais pas où tu es. Alors bien sûr ici, on croit savoir, vous savez. C'est-à-dire qu'on va donner une réponse toute simple, mais c'est ridicule ton jeu. Ça mène nulle part. On sait tous que l'eau est à l'intérieur du tuyau, n'est-ce pas? Cependant,
je vous invite à faire ce genre de méditation chez vous. À inviter le robinet à vous révéler quelque chose de très précieux, qui est la base de la peur originelle. Dépasser la notion de naissance et de mort. Alors on peut dire à la petite eau. La petite eau, si on l'écoute bien, et qu'on a un cœur d'enfant, un cœur neuf, un cœur jeune, comme la nouvelle année, qui fait semblant d'être complètement toute neuve, alors qu'elle était déjà là depuis le début du début, s'il y a eu un début. Hein. Je pose la question à l'eau. Mais je suis très triste que tu sois partie, je ne te vois plus. Et elle peut vous dire, je suis dans le robinet, j'attends juste que tu soulèves ou que tu tournes pour pouvoir me manifester. Comme la petite flamme de taille. La même chose. On n'a pas besoin du feu, on a le robinet à la main. Hein? Bien sûr, intellectuellement, on le sait. Mais cependant, quand on ouvre le robinet, qu'on voit l'eau jaillir, dans sa splendeur, dans sa vigueur, dans sa vie, on peut vraiment penser que c'est une naissance. Et quand ça s'arrête, on peut vraiment penser que c'est une fin. Mais cependant, ça n'est pas une réalité. C'est toujours là. Exactement comme la fleur de tulipe est dans le jardin, à l'heure actuelle, il lui manque quelques conditions pour pouvoir se manifester. Il lui manque la position correcte de la Terre dans l'espace par rapport au Soleil. Si elle se trouve dans la bonne position, à la bonne date, avec la chaleur qui commence à monter comme ça, alors tous les signaux seront d'accord. Elle va se dire, bon, ben, c'est le moment de sortir un petit peu. Là, il semble qu'il fait meilleur dehors. Et la petite tulipe va commencer à germer. L'oignon de tulipe va commencer à germer. Mais elle était très vivante avant. Elle était dans la terre, personne ne voyait. Et elle se manifeste. Elle sort. Avec ses petites feuilles vertes. Et puis son petit bouton, je ne sais pas quelle couleur vous le voulez. Rouge, jaune, un petit bouton jaune bien serré encore sur lui-même, qui va sortir, poussé par l'énergie de la vie. Vous savez, cette énergie formidable va se lever et va s'épanouir. Et on aura devant nous un miracle, quelque chose qu'on n'attendait plus parce qu'on ne la voyait pas. On avait même oublié, on avait planté les oignons et d'un seul coup, la terre bouge, ça se soulève et apparaissent cette merveille. Au revoir mon petit bonhomme. Au revoir. Au revoir ma petite chérie. Merci beaucoup pour ton joli dessin. À bientôt. Nous sommes entourés de miracles. Tout ce qui nous entoure est un miracle. Notre Maître nous dit, nous vivons dans la terre pure, nous vivons dans un paradis. Mais nous avons l'habitude de le voir, alors on ne le regarde plus. C'est comme quelqu'un qu'on aime depuis longtemps, on ne voit plus très bien la couleur de ses yeux. Parce qu'on ne regarde plus de la même manière. Vous savez au début? Non. Et après, c'est comme quelque chose un peu normal. Donc on n'a plus les mêmes. Alors on regarde notre jardin, nos yeux balayent le jardin. Balayent les arbres, comme ça, rapidement. Et il nous faut un petit escargot et un enfant qu'on tient par la main et qui d'un seul coup s'arrête en criant très fort « Oh, tu as vu la bête? Viens voir, viens voir !» Et alors on s'approche et alors, parce que nous avons des yeux qui ont pris l'habitude de balayer, on dit à l'enfant « Oui, mon chéri, c'est magnifique, hein, c'est un escargot, allez, on y va ?» Personne ne s'est retrouvé dans ça. C'est juste ça, être en contact avec le paradis dans lequel nous vivons. Être en contact profond avec ce paradis. Je vais vous entraîner aujourd'hui que dans des méditations. Je voudrais vous les donner comme terrain de jeu. Parce que j'aime bien jouer. Alors je joue à la méditation.
Je ne sais pas si quelqu'un m'a vu prendre une cuillère au moment où je me sers à manger, si quelqu'un l'a remarqué. Je prends la cuillère et je la regarde, mais intensément. Hein. Je regarde tout, là, la forme, la queue. C'est un miracle que j'ai dans les mains. Vous allez me dire, oui, c'est une cuillère. Sœur Elisabeth, c'est une cuillère. Hein. Il n'y a que ni mot. Mais si je pense que c'est une cuillère, c'est que je suis ici. Et que je ne vois pas du tout la cuillère, en fait. Je vois une forme et je décide, c'est une désignation conventionnelle, ceci est une cuillère, point. Mais si je m'aventure plus loin, si j'invite la cuillère à me révéler qui elle est, je fais un saut dans le temps et l'espace. Et je vais rencontrer nos ancêtres. Pas seulement les Gaulois, avant les Gaulois. On va les rencontrer au moment où ils ont découvert qu'est-ce que c'était que le métal. Un métal, vous vous rendez compte, du métal. Ça n'avait aucun sens avant. Alors, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui grattait la terre et mit en évidence ce métal. Vous êtes d'accord? Oui. Mais qui a eu cette idée-là? Et en plus, l'idée de faire fondre la terre dure, ça ne se mange pas. Mais qui a eu cette idée-là? Et ensuite, comment ont-ils fait pour arriver à faire fondre? Parce qu'il fallait une chaleur formidable pour arriver à le faire fondre. Comment ont-ils eu l'idée d'en faire quelque chose, je veux dire, de l'utiliser, de le manipuler? Avec quoi ils l'ont fait? L'ont-ils fait? Ça vous éblouit pas? Mais c'est incroyable. Je ne dis pas incroyable que vous ne soyez pas ébloui, mais incroyable ce qui est contenu dans l'intérieur de ça. Allez vérifier, allez regarder à l'intérieur et voir comment ces êtres ont eu l'idée de faire fondre nos ancêtres. Hein. Donc on était déjà là. Vous avez bien compris comment on pouvait être dans le temps et l'espace, bien plus loin que dans ce petit corps minuscule qui est en rapport avec tout le reste. Alors on part, on visite. Alors il y a eu des personnes qui se sont donné un mal fou, qui se sont brûlées des fois inimaginables pour arriver à donner naissance à une cuillère. À l'heure actuelle, il y a des gens qui travaillent dans des mines, dans des conditions de vie complètement épouvantables, pour tirer le métal. Il y a maintenant des gros engins aussi pour les aider, mais dans les petits endroits, beaucoup d'endroits sont encore des très jeunes et des enfants, quelquefois qui sont dans des mines comme ça, et qui extraient le minerai. Ensuite, c'est transporté, tout ça vous le savez, il faut le découvrir. C'est transporté, c'est nettoyé, c'est pré-mis dans des énormes fonderies, à des chaleurs mais incroyables. Et ensuite, on va le façonner dans un bruit pas possible. Il faudrait qu'on se fasse un jour une petite soirée comme ça. Une journée de travail de jour aussi. On pourrait se promener, aller se promener jusque dans une mine pour voir comment on extrait et voir dans quelles conditions les hommes travaillent. Hein, et puis voir comment c'est fondu et comment ça aboutit jusque dans notre assiette. Nous sommes des enfants gâtés. Nous sommes des dieux, des déesses. Nous sommes des rois, des reines. Nous avons absolument tout ce dont nous avons besoin. Et même beaucoup plus. Et cependant, nous ne sommes pas encore complètement heureux. Il nous manque encore quelque chose. Notre maître a écrit une très belle calligraphie qui dit « I have enough ». J'ai suffisamment, j'ai assez, j'ai ce qu'il est nécessaire d'avoir.
Qui a eu l'intention, l'idée d'inventer ce verre? Qui a eu l'idée de faire fondre du sable? Dites-moi, qui a eu cette idée? Faire fondre du sable. Et pouvoir obtenir un jour, des millénaires après, ce trésor absolu, un verre. Et un verre en plus, les êtres humains sont très très intelligents, un verre qui ne se brise plus de la même manière, qui est plus dangereux. Qui a eu l'idée de faire fondre du sable? C'est la méditation. C'est le chemin de la méditation. C'est ouvrir les portes. On vit dans avec des noms tout faits, des désignations conventionnelles, c'est un verre. Alors quand on était petit, on a posé certainement des questions par rapport au verre. On a surtout entendu « ne laisse pas tomber, ne le casse pas ». Attention, hein, tu vas te blesser. Hein. On a posé des questions quand on était enfant. On a reçu certainement des réponses. La méditation, c'est ouvrir la porte. C'est ouvrir la porte de la vraie vie. C'est visiter la vie. C'est rencontrer la beauté du monde. Tout ce qui est caché qu'on ne voit pas. L'autre jour, j'ai répété cette phrase très célèbre des maîtres zen. Au début du zen, la montagne est une montagne. C'est-à-dire au début de la méditation, la montagne est une montagne. Au milieu, la montagne n'est pas une montagne. À la fin, la montagne est une montagne. Ah ah. Alors, je vais quand même soulever le mystère, vous ne risquez pas de dormir et de rentrer en l'an 2018 extrêmement fatigué d'avoir cherché. Au début, la montagne est la montagne, c'est-à-dire on rencontre la montagne et on sort de notre poche le petit mot montagne et on dit c'est une montagne, on dit à l'enfant. C'est une montagne, mon chéri. Alors il répète montagne, 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 et un jour il sait, quand il en voit une, il dit c'est une montagne. Et tout le monde est content. Ce petit a bien compris. Mais qui est la montagne? Vous êtes dans un centre de pratique, une pratique de méditation. Alors qui est la montagne? Alors si on veut visiter la montagne, et si on veut que la montagne se révèle dans ce qu'elle est vraiment, il faut aller faire un tour dans le cosmos. On attache nos ceintures, on va se promener dans le cosmos. On va faire un tour jusqu'au Big Bang. Et on pose la question à la montagne. Est-ce que tu étais déjà là? Étais-tu déjà la chaîne montagne? Et la réponse va être oui, en devenir. Je faisais partie des atomes brûlants qui étaient là. Puisque ça a été la matrice originelle de tout ce qui se manifeste là, pour le moment. Avant, on ne savait pas, il y a peut-être autre chose. Quoi. Donc c'est arriver à regarder les choses en profondeur. Hein. Découvrir la beauté de... C'est comme une révélation. Voir le soleil comme une immense nappe de gaz brûlant qui se sépare, qui se condense, qui fait un soleil et qui laisse à droite et à gauche d'autres amas comme ça qui vont devenir cette énorme boule brûlante qui était la Terre, qui va refroidir, qui va donner naissance à la montagne. Ah, tu as été tout ça déjà, toi qui es montagne. Vous comprenez? Si vous touchez ça, si ça vous fait plaisir de toucher ça, vous allez toucher la méditation. Rencontrer la réalité telle qu'elle est. Et quand vous aurez bien visité la montagne, qu'elle vous aura tout raconté, son état de lave, comment elle avait des grosses bosses, comment elle faisait des bulles de lave, qu'elle vous aura raconté les premières pluies qui sont tombées dessus, etc. Qu'elle vous aura raconté les mouvements des plaques tectoniques, alors vous allez rencontrer la montagne. Et quand vous aurez rencontré la montagne, vous pourrez remettre dessus
le mot montagne. Au début, la montagne, c'était un mot. La montagne se découvre, elle n'est plus montagne. Elle est cosmos, elle est lave, elle est tout un tas de choses qu'on ne voit plus maintenant. Et tout doucement, elle va redevenir une vraie montagne. Mais cette fois-ci, quand vous regarderez la montagne, vous connaîtrez toute son histoire. Elle se sera révélée à vous comme un être plein de beauté. Elle aura ouvert son cœur pour que vous la rencontriez pour de vrai. Ça va? Quand je vous parle de ça, je vous parle d'amour. Le savez-vous? Quand je vous parle de ces ancêtres qui ont fouillé la terre pour chercher l'acier, le métal. Le fer d'abord. On a travaillé le fer d'abord. C'est une histoire d'amour. Parce qu'ils ont fait ça pour nous. Ils ont cherché ça pour nous, pour eux, mais pour leur descendance. L'être humain se projette dans le futur. Et quand il se projette dans le futur, il essaie de trouver le mieux pour lui, mais aussi pour ses petits, vous savez ça. Donc il y a toute cette énergie extraordinaire qui s'est mise en route. C'est une histoire d'amour. Pouvoir tenir un verre comme ça, dans sa main, en connaissant l'histoire, on peut voir l'amour de tous ces hommes, leur souffrance, la difficulté du travail. Et nous, ben voilà, on a ça dans la main, c'est déjà tout fait. On n'a rien à faire, pas besoin de chercher. Quand on touche ce verre et qu'on le lave, alors vient le gatha, le poème qui nous est donné par notre maître. Hein? Laver la vaisselle, c'est comme donner un bain au bébé Bouddha. Pourquoi? Parce que c'est un trésor qui vient du fond des temps, jusqu'à nous, pour notre bien-être. La lumière, les murs, tout ce qui est là, a tout été, et tout né de l'esprit de nos ancêtres. Et nous en sommes les jouisseurs, ceux qui en profitent. Il n'y a pas de mal à ça, ça nous est donné. Et c'est magnifique, vous ne trouvez pas? Arriver sur Terre, dans cet endroit-là, dans les milieux où nous sommes, hein. Je ne dis pas n'importe quoi, pas n'importe où, de pouvoir rencontrer, recevoir d'emblée un bain avec une température parfaite, être lavé, on coupe le cordon ombilical, si maman ne va pas, on la soigne, bébé ne va pas, on le soigne. C'est le paradis terrestre. C'est notre bonheur qui est là, sous cette forme. Mais nous ne le voyons pas. Allez aux toilettes. Hein. Imaginez sans papier. Allez. Quel trésor! Un rouleau de papier, mais c'est impensable. Mais qui a bien pu imaginer une chose pareille? Et quel bonheur pour moi. Vous voyez, dans les tout petits détails, la méditation se glisse partout. La méditation se glisse partout. Si on a le courage ou l'envie ou le jeu de se glisser à l'intérieur dans toutes les méditations. Et dans le zen, on nous dit tout est méditation. Alors ce que nous faisons dans notre pratique, nous utilisons pour y arriver la respiration consciente. Nous retournons à nous-mêmes et nous essayons de sentir cette respiration qui se déroule en nous, qui se déroule naturellement sans qu'on ait aucun effort à faire. Notre cœur bat depuis que les petites cellules se sont rencontrées un petit peu plus tard, quand elles ont décidé d'être cœur, elles ont commencé à battre. Notre cœur bat, nos poumons se déploient comme des grappes de fleurs et se referment comme des grappes de fleurs, avec l'oxygène qui pénètre et le gaz carbonique qui nous quitte. C'est fabuleux, c'est extraordinaire.
Et on respire simplement comme ça. On accueille ce souffle qui nous porte, qui nous porte et qui nous permet de vivre. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce qui nous a été offert par le Bouddha, c'est de suivre notre souffle. Et le souffle, il est toujours là. On n'a pas besoin de chercher quelque chose. Je vais peut-être te demander un son de cloche. J'en étais à suivre notre souffle. Le laisser se dérouler librement en nous. On essaie. Nous essayons de respirer paisiblement et d'accueillir le souffle. Merci beaucoup, chère sœur. En fait, le Bouddha a dû vouloir que tout le monde retourne à son souffle et respire pendant que... Alors, il y a une petite interruption de musique. Vous pouvez vous entraîner tout au long de la journée pour apprendre à respirer, à être présent à votre souffle. Prenez rendez-vous d'amour avec les escaliers. Chaque fois que vous voyez, vous en choisissez un, si vous en avez beaucoup à monter, il vaut mieux en choisir un. Pas une marche, hein, un escalier. Et vous prenez rendez-vous d'amour avec cet escalier. Première marche, inspire. Deuxième marche, expire. Et on monte comme ça. Et chaque fois qu'on fait, on voit qu'il y a une pensée qui est montée, on redescend, marche arrière. C'est pour la concentration. Ça vous plaît pas ce jeu? C'est très mignon. Vous savez que notre maître nous a dit, en 20 ans, ou en 30 ans, je ne sais plus, je n'ai jamais trahi mon escalier. Vous imaginez la pratique de taille? Chaque fois qu'il montait son escalier, il avait un rendez-vous d'amour avec. J'inspire, j'expire, j'inspire. Pas une fois, il a manqué son rendez-vous. Alors, donc nous pouvons nous entraîner comme ça. Et quand je vous offre ça, c'est une offrande de la part de Taï. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut apprendre à vivre l'expérience. Regardez donc comme elle est adorable. Merci ma petite soeur. Oh là là, elles ont toutes des ailes, même si on ne les voit pas, je vous assure, ce sont des anges. Regardez. C'est joie. Parfait. Vous savez ce qui va se passer? Je crois que la prochaine fois, je vais avoir mal à la gorge.
Imaginez de l'eau chaude, du miel, et puis une petite prune qui est salée et qui fond à l'intérieur. C'est trop délicieux. Personne n'a mal à la gorge? Donc, le souhait, ça serait d'émailler notre vie avec des moments de pleine conscience dans laquelle on plonge comme dans un jeu. On se donne des envies comme ça. Je fais un pari. Tous les jours, pour aller de tel arbre à tel arbre, je marcherai en pleine conscience. Ou bien, tous les jours, en montant les escaliers de la marche 0, en bas, jusqu'à la 10e marche, je vais respirer consciemment. Et si je ne respire pas consciemment, je marche en marche arrière. Faites attention aux personnes qui sont derrière, de façon à ce que ce soit quelque chose de possible. Hein. Entraînez-vous dans des endroits possibles, parce qu'ils vont s'étonner quand même. Je me souviens tout à fait au début, j'étais allée voir le docteur Do, qui est le médecin qui me suit en acupuncture, et il m'avait donné cet exercice à faire. Et un jour, je viens, je lui dis, j'ai monté 5 marches en pleine conscience. Tellement j'étais contente. D'arrêter le flot des pensées. De ne faire que monter. De penser que seulement monter et le souffle. Il était très fier de moi, mais c'est 5 marches. Hein. Vous imaginez, mais la pleine conscience 100%. Donc on peut essayer comme ça. La respiration consciente, elle est tout le temps là. Où que vous soyez, vous vous asseyez, vous êtes dans le métro, vous respirez. Vous souriez. Comme ça, les gens vont se dire, ouh, il y a un sourire dans le métro. C'est beau ça, il y a longtemps que je n'avais pas vu ça. Spontané, un sourire spontané comme ça. Ou bien, vous pouvez le faire quand vous allez rendre visite au médecin, par exemple, au dentiste. Je vous le recommande sur la table du dentiste, quand vous êtes allongé là dans le fauteuil, vous savez, et que le dentiste n'est pas complètement prêt. Vous êtes sur votre souffle, j'inspire, et vous sentez votre abdomen qui bouge. Hein. J'expire, mon abdomen descend, mon abdomen monte, mon abdomen descend, et le dentiste va dire, elle sourit, il sourit, mais c'est extraordinaire. Et vous lui expliquez, je respire. Je suis dans mon souffle. Je n'attends que ça. Je développe, moi, ma respiration consciente. Et ça va lui faire plaisir, parce que d'habitude, on est cramponné de nos 2 mains aux accoudoirs, et on arrêtait de respirer en se disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez? Tout le monde est passé par là, n'est-ce pas? Donc c'est très important. Apprendre à détendre notre corps en utilisant le souffle. C'est très important. On a plein de tout petits moments, vous savez. On a plein de tout petits moments. Vous pouvez essayer de mettre sur votre ordinateur, tout le monde a un ordinateur? Il y a des personnes qui n'en ont pas. Deux? Non. Mettre une petite cloche qui va sonner tous les quarts d'heure, par exemple. Juste un son, pas 3, hein. Juste un son. Vous allez voir. C'est rafraîchissant, c'est délicieux. C'est délicieux. On s'arrête, on retourne à soi-même, on détend nos épaules, on sourit. Juste 3 respirations, c'est pas long. 3 respirations. Mais c'est extraordinaire l'effet que ça fait. Ça procure un effet de bien-être extraordinaire. D'autant que le son est très harmonieux. Et c'est une très belle musique. Dans le stade de la méditation, il y a le silence intérieur, le noble silence intérieur. L'arrêt de la radio qui parle toujours dans notre mentalité et notre trait. C'est normal que notre mental parle, c'est normal. Depuis des décennies, c'est comme ça, et nos ancêtres avaient déjà la même
habitude, donc ils nous l'ont transmis. Peut-être moins dans le monde terrien, parce qu'ils étaient plus en contact avec la nature, l'herbe, etc. Donc, c'est très important de pouvoir trouver des moments où il y a un espace. Vous savez, un espace sans bruit. Un espace où ça ne parle pas. Au début, on entend la parole qui est très forte. Juste, on respire avec et on regarde. Et si on arrive à respirer et à descendre dans notre respiration, à s'installer dans notre respiration, profondément, et à la suivre. Hein. J'inspire, j'expire, j'inspire. On entend encore parler. Ça parle, hein, ça ruisselle. Mais après, si on continue vraiment à être très très attentif à ça, l'esprit ne peut pas être vraiment attentif à deux choses à la fois. Donc il va se tourner vraiment vers l'objet de notre attention. Si l'objet de notre attention c'est la pensée et la parole, forcément, ça va continuer, et beaucoup. Et puis tout doucement, on entend le son qui diminue, c'est formidable. On entend le son qui diminue, et il arrive un moment, de temps en temps, il n'y a plus de son du tout. Et c'est transparent comme un lac de montagne. Attention. Je parle un peu avec mes cordes vocales parce qu'elles me font des démangeaisons qui ne sont pas normales. Et nous essayons vraiment de tout notre cœur d'explorer ça, explorer le silence intérieur. Explorez-le. Allez à sa recherche. Il paraît que tu existes ou es-tu caché, hein? Et lui donner les conditions favorables, lui offrir les conditions favorables pour qu'il puisse qu'elle puisse se manifester, ce silence puisse se manifester. Quand il nous est possible de toucher ce silence intérieur, alors l'écoute profonde peut être là. Lorsqu'on écoute quelqu'un, si on est dans le silence intérieur, sans radio intérieure, sans juger ni réagir, alors on est dans l'écoute. Autrement, on n'est pas dans l'écoute. On n'y est pas encore, pas complètement, pas tout à fait. Donc de développer ce silence intérieur, ça permet un grand repos au niveau cérébral et ça nous permet aussi d'être vraiment en contact avec ce que nous voyons, ce que nous entendons, avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de joie aussi, parce qu'il y a beaucoup de joie quand on touche ces espaces intérieurs silencieux. Ça vous tente, ces voyages. Et les voyages que je vous ai proposés tout à l'heure, ce sont des exercices de méditation. Hein. C'est pour vraiment visiter complètement, rencontrer la réalité telle qu'elle est. Et non pas la montagne, c'est une montagne, mais la montagne, c'est tout ça. Et puis c'est aussi une montagne. Si vous pouvez arriver à mettre ça en route dans chacun de nous, nous allons développer le deuxième stade, la concentration. Et avec la concentration, nous allons pouvoir approfondir notre stabilité. Nous allons pouvoir nous établir dans quelque chose de délicieux qui s'appelle l'île intérieure. Elle est là, on l'explore, mais elle nous quitte, et puis elle revient, puis elle nous quitte.
plutôt on la quitte. Et là, on va découvrir quelque chose de différent. On va visiter l'univers tout entier. On va essayer de voir de quoi est fait cet univers. Qui a bien pu inventer une caméra comme celle-là? Il a fallu combien de millénaires pour que cela se manifeste? Elle est branchée à l'électricité. Mais qui a inventé l'électricité? Qui a bien pu... Parce que ce n'est pas une personne, hein, vous savez. C'est un faisceau de personnes, et il y en a une qui paraît avoir trouvé. Mais c'est pas vrai. Bien sûr que non. On ne peut pas s'appuyer sur... on ne peut pas s'appuyer sur soi tout seul. On est obligé de s'appuyer sur beaucoup de choses à la fois pour se manifester. Quand j'étais petite fille, j'avais une grand-mère qui avait 20 ans en 1900. Et elle me disait, c'est la fée électricité. La fée, une fée, quelqu'un qui fait comme ça, et la lumière est là. Non mais vous vous rendez compte? On appuie sur un bouton, tout s'éclaire. Pour nous, c'est complètement normal. Et sans s'en étonner, c'est vraiment pas normal. Mais si, il a fallu qu'il y ait des êtres à la base qui se lancent dans cette aventure et qui aillent jusqu'à rechercher pour arriver à nous éclairer, hein, nous chauffer, etc. Donc ça, c'est un stade d'investigation. Et c'est un stade très important dans les stades de l'éveil. La concentration, hein, l'investigation sont des choses très importantes. Donc, visiter le monde, n'hésitez pas à y aller. Ne pensez pas que c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Mais c'est un jeu par lequel le Bouddha atteint l'éveil. Bien sûr avec le souffle, bien sûr avec la marche méditative. Mais ici, sont tous des pratiquants. Et on a besoin de la marche méditative. On a besoin de rencontrer le sol, de poser son pied sur le sol, de le contacter. C'est la terre-mère. Ce soir, nous avons fait une marche méditative. Il y avait des grandes flaques d'eau. Vous avez vu? Il y a des grandes flaques d'eau. Et on pouvait sentir le moelleux des herbes qui étaient des feuilles qui étaient tombées, qui s'étaient décomposées et qui étaient encore là sur le bord de la route. Pas encore terre, à cheval entre les deux, et qui étaient pleines d'eau. Et quand on marchait, c'était très doux, très souple. Mais c'était la vie qui était là. C'était la vie des feuilles, c'était la vie de l'arbre qui était posé par terre, sur lesquels nous posions le pas. Et un jour, je serai comme ces feuilles. Ça va, hein? Vous comprenez? J'essaie de vraiment vous offrir mon amour de la méditation, mon amour de l'investigation. Alors pourquoi on fait ce chemin? Première chose, la pleine conscience, on la développe, pleine conscience de la respiration, pleine conscience de notre corps, pleine conscience des choses qui nous entourent. Après, avec ça, on va développer la concentration et l'investigation. Une fois qu'on commence à découvrir le monde tel qu'il est, on va devenir un être heureux. On va devenir quelqu'un qui est capable de sourire, qui est capable de se sentir joyeux à l'intérieur. Parce qu'on voit les merveilles que les autres ne voient pas. On voit des choses merveilleuses, par exemple là, dans les feuilles qui étaient écrasées, qui s'étaient décomposées, qui étaient en chemin de... C'était encore une merveille. Pour moi, c'était du bonheur de marcher là-dessus. Même en pensant qu'un jour mon corps serait comme ça. Ça va. Et il y a la joie de vivre qui va avec. Et la joie de vivre est un des facteurs de l'éveil. Il faut vraiment comprendre ça. Et grâce à cette marche, à travers la méditation, on va toucher quelque chose d'une compréhension profonde. Et quand on touche quelque chose d'une compréhension profonde, la vue entière, notre vue mentale, va complètement changer. Notre vision du monde, en ce qui concerne ce qu'on vient d'explorer, va complètement changer.
Et ça va devenir quelque chose de très beau, de très merveilleux. Alors, je ne sais pas, il est 9h15. Je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a une ou deux questions, peut-être, parce que c'est jusqu'à 9h30, c'est ça? Même plus tard. Hein? Est-ce qu'il y aurait des questions par hasard? Est-ce que quelqu'un aurait été fasciné par le verre d'eau? Il y a... N'hésitez pas. On parle de méditation. C'est un centre de méditation. Vous êtes dans un centre de méditation. Oui, Alice. Attends. On va te donner. Là, ça marche. Vous avez parlé de l'île intérieure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Nous cherchons à longueur de journée un refuge à l'extérieur. À longueur de journée, nous cherchons quelqu'un pour nous combler. Et quelqu'un qui puisse nous deviner, qui puisse nous aimer, qui puisse nous remplir dans tous les sens du terme. Mettre un terme à notre besoin. C'est complètement illusoire. Mais ça, il faut l'explorer, il faut regarder. Même quand on vit avec quelqu'un qu'on adore et qui nous adore, il nous fait un cadeau, on se dit « Ah, c'est pas mal, mais j'aurais voulu autre chose quand même. Hein. C'est quand même pas mal. C'est vraiment gentil de sa part, mais quand même, il ou elle aurait pu me demander mon avis afin de me faire ce cadeau. Quoi. C'est pas du tout ce que je souhaitais. Non, personne ne se reconnaît. Donc, voilà. Qui peut mieux que nous-mêmes savoir ce dont nous avons réellement besoin? Qui mieux que nous-mêmes? Pas du tout. Qui mieux que nous-mêmes? Essayez de trouver pendant que je bois. Qui mieux que nous-mêmes peut nous apporter la paix? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir de trouver quoi que ce soit à l'extérieur de soi? C'est pas ce que je dis, attention. Hein? Mais un être qui est déjà comblé par soi-même va rencontrer un autre être comblé. Et alors il y aura la rencontre de vrais adultes. Des êtres comblés. Des êtres qui auront trouvé une stabilité intérieure. Un refuge en eux-mêmes. J'aime beaucoup le mot se recueillir. Vous savez, se cueillir une seconde fois. Se recueillir, retourner à soi-même. Laisser partir les bruits, les paroles, les gens, la télévision, les téléphones et tout ça, et retourner à soi-même. Juste s'asseoir au pied d'un arbre, dans un jardin, sur son lit au milieu de la nuit, n'importe, peu importe. Et à ce moment-là, juste retourner à soi-même. À l'intérieur de nous, on a un trésor. On a une île qui est un délice, une merveille. On n'y va jamais. Elle est désertée. On est toujours à l'extérieur. Je parle aussi pour moi. Je ne m'exclus pas. Nous sommes très, très attirés par l'extérieur. Nous avons 5 sens plus le mental. Et ces 5 sens, plus le mental, le 6e sens, dans le bouddhisme, sont des portes qui nous entraînent vers l'extérieur. On est toujours attiré vers l'extérieur. C'est vrai qu'il y a de belles choses, hein, il faut reconnaître. Bon, mais retourner à s'arrêter, hein, pratiquer l'arrêt et retourner à soi-même. S'installer en soi-même, vous savez, découvrir ça, s'installer en soi-même. Se reposer, poser à nouveau en soi.
le meilleur ami que nous avons, il est là, à l'intérieur de nous. Et il ne fait qu'une chose. Quand est-ce qu'elle revient? Quand est-ce qu'il est de retour? Mais nous sommes attirés par l'extérieur. C'est bien aussi. On a besoin de vivre en interaction avec l'extérieur. Mais il faut apprendre à retourner à soi-même. C'est ça la méditation. Ça sert à ça. À faire de soi-même son meilleur ami. Et alors quand on n'est plus à la course, les bras tendus vers papa, 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 maman, maman, alors notre vie change complètement. Il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de nous d'une complétude, d'une plénitude et de paix. C'est ça l'intérieur. Et quand le Bouddha était en train de mourir, prêt à mourir, le dernier discours qu'il a donné à ses disciples, c'est « Ne cherchez nulle part à l'extérieur. Retournez à vous-même. Prenez refuge dans votre île intérieure. » Alors, c'est pas du tout égoïste. Hein. Vous savez, c'est le contraire. Ça paraît égoïste parce qu'on nous a toujours dit « Tu t'occupes trop de toi, ça suffit maintenant. Occupe-toi un petit peu des autres, tu seras moins malheureux. » Bon. S'occuper de soi, c'est nécessaire. Et c'est quelque chose de très beau. Devenir nombriliste, c'est une autre histoire et ce n'est pas la méditation. Parce que quelquefois on dit « Oh oui, non mais assis sur votre coussin, pensez qu'à vous, vous ne faites rien pour le monde. » Enfin, c'est pas vrai, bien sûr. Hein. C'est très important de découvrir ça. Très, très important. Nous avons à l'intérieur de nous exactement ce qui est nécessaire pour nous combler. Et une fois en tant qu'un être comblé, quand la personne est comblée, alors, elle se tient sur ses deux jambes face au soleil levant. Elle se tient sur ses deux jambes face au tonnerre, face aux éclairs. Elle peut accepter des choses qui sont très difficiles à accepter. Parce qu'elle a une île intérieure. Et quand le moment est venu, les conditions sont favorables, comme pour la boîte d'allumettes, alors on rencontre la personne qui nous ressemble. Parce que les énergies s'attirent, on va rencontrer quelqu'un de comblé. On va rencontrer quelqu'un debout sur ses deux jambes. Et qui ne va pas nous transformer en maman ou en papa, qui ne va pas nous transformer en objet de désir, mais qui va rencontrer un véritable adulte, une véritable adulte en face. Et ça va être merveilleux. Ça sera une rencontre unique. Il ne faut pas se presser. Ne vous pressez pas dans les choix. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent là. Hein? Ne vous pressez pas. Il est sur cette terre, elle est sur cette terre. Si vraiment vous avez envie de rencontrer quelqu'un, construisez-vous. Développez-vous sur le plan spirituel. Il ou elle va se manifester. Vous allez me dire, oh, mais ça fait longtemps que j'attends. Oui, mais lui ou elle aussi. Et l'amour, c'est quelque chose d'infiniment beau, vous savez. Et un acte d'amour physique, ça peut être très spirituel. Ça peut être extrêmement spirituel, dans la pleine conscience, avec la conscience qu'on rencontre quelqu'un qu'on aime. Vous me comprenez? Tu as eu ta réponse, Alice, c'est clair? Merci. Quelqu'un d'autre? Encore une seulement, une réponse, une question? Vous avez tout compris? Oui, pas bien. Si vous pouvez passer le micro. C'est mieux parce que ça s'enregistrera sur la caméra. Et à propos de l'image de la cuillère avec ce métal, et pouf, dans la pensée,
il y a eu la cuillère, mais moi j'ai vu aussi un fusil. Et une question, moi je la pose aussi en disant, bah oui, mais le métal peut aussi fabriquer. L'homme l'a aussi fabriqué, alors qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe par rapport à ces inventions? La peur originelle. La peur originelle, Fabien. La peur de mourir. Celle que le petit bébé ressent quand il jaillit hors du corps de sa maman. Qu'il est tracté hors du corps de sa maman, expulsé. Et qu'il rencontre tout ce monde qu'il n'avait jamais pu imaginer, qui est tellement agressif pour un petit. L'enfant sait, intuitivement, grâce à toutes les mémoires cellulaires de tous ses ancêtres, si personne ne vient à mon secours, je vais mourir dans l'instant qui suit. Et c'est pour défendre notre vie qu'on a transformé les cuillères en fusil. Nous avons eu le bonheur d'avoir un ami qui est venu, qui a dit qu'il avait récupéré toutes les armes qu'il avait dans sa maison et qu'il allait les transformer, les faire couper, et puis qu'il allait les transformer en une statue parce qu'il avait trouvé un endroit où il n'avait pas peur. Il avait des armes, plein d'armes, seulement pour la peur, seulement à cause de la peur. À l'intérieur de nous, nous avons un cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien est très agissant. C'est le même chez tous les animaux. Il est là. Il défend le territoire. Dans un pays bouddhiste qu'on appelle le Laos, nous étions avec Michel, mon ex-mari. Nous étions au Laos. Je suis arrivée avec un passeport sur lequel le tampon était Royaume du Laos des 1000 éléphants. Magnifique. Et 10 jours plus tard, c'était, je ne sais plus comment, République communiste du Laos. Qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, ils n'ont pas pris les armes. Ils auraient pris les armes, c'était un massacre. Mais ils n'ont pas pris les armes. Ils ont décidé... Je ne vous entraîne pas dans quelque chose de n'importe quoi, hein? D'accord? Vous respirez. Ils ont... 90% des personnes qui vivaient dans ce pays étaient des bouddhistes. Pas Monsieur W, hein? Je dis Monsieur W, hein? C'est pas un moine. Il a brisé des grands préceptes, c'est pas un moine. C'est clair. Donc, je ne fais pas de polémique. Donc, ils ont décidé d'un commun accord de ne pas prendre les armes. Et j'étais là quand ils sont arrivés. Ils sont rentrés en marchant tranquillement dans le pays, sans détruire les maisons, sans tuer les gens, sans piller, sans rien. Ils ont envahi, ils sont encore. Mais il n'y a pas eu de levée d'armes. Du tout. On a entendu, peut-être, on était dans le centre de Vientiane, peut-être une vingtaine de coups de fusil. C'est tout. C'est tout. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Et nous, il faut quand même qu'on sache, je ne suis pas là pour casser le moral, hein. Il faut quand même qu'on sache qu'une de grande partie de notre bien-être vient de la vente des armes. Que nous vendons des armes dans d'autres pays. Et j'avais demandé à Chertai, j'étais venue pour une question-réponse, Chertai, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et notre maître avait donné comme réponse, écrire une lettre au président de la République pour lui dire, on ne peut pas continuer comme ça à vivre de la mort des autres. Je ne sais pas ce qui a été fait, hein. Mais c'est une interrogation. Mais ces armes, elles existent que parce qu'il y a la peur. Et on a peur de quoi? On a peur de la mort.
Mais dès qu'on contacte, qu'on arrive à contacter progressivement la non-naissance et la non-mort, il y a quelque chose qui change un peu. Regardez des êtres comme Gandhi. Hein. Il n'a pas pris les armes, il a libéré son Inde. Il n'a pas eu besoin d'armes. Alors oui, le fer, le métal, ça peut être... Et le moine Coco, je crois qu'il s'appelait Coco. Le moine Coco, il récupérait au Vietnam les morceaux d'obus, il les a fait fondre. Il a demandé qu'on les fonde. Je ne sais pas si c'est lui ou pas. Hein, c'est sa sœur. Hein. Il les a fait fondre et il les a transformés en cloches. Et chaque fois qu'il invitait la cloche, au lieu que ce soit la destruction, c'était l'éveil. Vous comprenez? C'est juste ça. Le Bouddha dit, l'esprit crée le monde. Nous créons le monde dans lequel nous vivons avec notre façon de voir. Et notre façon de chercher, de découvrir, de mettre en évidence. Un micro, par exemple. Ça répond à ta question? Super. Bon, je pense que nous avons peut-être fini de digérer. Nous allons avoir une relaxation totale bientôt. C'est ça, hein? Donc, nous allons peut-être nous arrêter là. Nous avons vu ensemble l'impermanence des choses. Nous avons vu les tulipes. Nous avons vu beaucoup de choses. L'impermanence des choses. Nous avons vu le non-soi des choses. Que la montagne était faite de tout le reste. Que les êtres humains étaient faits de tout le reste. Qu'il y avait nos ancêtres dans chacune de nos cellules. Et le nirvana, c'est juste rencontrer la réalité comme elle est. Mais pour y aller, il faut y aller. Il faut oser aller rencontrer la montagne. Il faut oser rencontrer la rivière. Il faut oser rencontrer nos bien-aimés. Qui es-tu, toi qui vis avec moi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon enfant chéri? Qui es-tu? Est-ce que je suis sûre de si bien te connaître? Bonne année, mes amis.